Et pour en parler, nous sommes avec Marc Delatte, député LaREM de l'Aisne, médecin généraliste. Bonsoir Marc Delatte, merci d'être avec nous. À vos côtés, Louis Fouché, médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital de la Conception, membre du groupe Réinfectovide, pardon si je l'ai mal prononcé. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, en charge également de l'environnement. Bonsoir à tous les trois, merci d'être avec nous. Vous avez donc évidemment suivi cette allocution de Jean Castex qui s'est achevée il y a quelques minutes seulement. Marc Delatte, je m'adresse aux députés de la majorité que vous êtes, mais aussi aux médecins. Est-ce que vous avez été plutôt satisfait des annonces de votre ministre ce soir ? Écoutez, moi j'étais pleinement satisfait de ce que le Premier ministre montre toute sa responsabilité et toute sa pertinence en discernement, et qu'il en appelle à la responsabilité collective. Il est vrai que la situation reste préoccupante quand un patient sur deux en réanimation est un patient infecté par la Covid. Et effectivement, le vaccin, c'est plus qu'une lueur d'espoir, mais ça n'empêche pas qu'il ne faille pas relâcher nos efforts et puis notre vigilance sur les gestes barrières. Voilà, donc évidemment, la situation est maîtrisée. Il y a un pilote dans l'avion, comme on dit, et il ne suffit pas de s'agiter comme un peu dans un bocal, comme j'entends beaucoup de mes collègues politiques de l'opposition, pour justement décliner un plan qui est tout à fait stratégique et efficient. Alors on va prendre évidemment dans l'ordre ces annonces, en commençant par parler des mesures de restriction. On parlera de la vaccination dans un second temps. Il y a bel et bien un pilote dans l'avion, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Vous êtes d'accord avec Marc Delatte ? Il y a un gouvernement qui est en place, qui fait son travail avec une certaine forme d'autosatisfaction. Bon, moi je note qu'on ne peut que regretter collectivement que l'épidémie ne soit pas maîtrisée, que les chiffres qui étaient envisagés pour début décembre en soient très loin. Tout ça implique un certain nombre de conséquences graves pour l'ensemble de nos compatriotes. C'est tout le secteur de la culture, c'est tout le secteur du sport, c'est tout le secteur des loisirs qui va continuer à être mis sous cloche avec des gens qui tout simplement ne vivent plus. C'est toute la question des universités qui n'a pas été évoquée ce soir, mais qui pose, je crois, un véritable souci, où on a une jeunesse aujourd'hui qui est en situation de rupture d'un point de vue éducatif, mais également d'un point de vue psychologique pour beaucoup d'entre eux. Et c'est quelque chose aujourd'hui, je crois, qui est assez minimisé. Et on a été sur un exercice qui est un exercice de point d'information, plus que de grands exercices. On va mettre la table par terre. Très clairement, il n'y a pas eu ce soir d'éléments qui n'étaient pas déjà connus depuis 24 ou 48 heures qui étaient apportés, en dehors de quelques éléments extrêmement techniques, comme notamment l'écart entre la première et la deuxième dose de vaccin, ce qui peut d'ailleurs permettre peut-être d'avoir un petit peu, mais là je me retourne vers les interlocuteurs médecins, d'avoir un petit peu plus de mou par rapport à la gestion des arrivées des stocks. On va effectivement en parler, Jean-Philippe Dugouin-Clément, parce que c'était une annonce qui peut avoir son importance. Effectivement, je vous propose, en tout cas sur ces mesures de restriction, d'écouter Jean Castex, qui effectivement n'a pas fait de grandes annonces, mais enfin en tout cas annoncé plutôt des mauvaises nouvelles qu'attendait de toute manière le monde de la culture et le monde de la restauration. Écoutez. Nous sommes loin de l'objectif des 5000 cas par jour qui correspond au seuil de maîtrise de l'épidémie. La pression sur notre système de santé reste élevée et nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Nous devons retrouver une dynamique de baisse. C'est la condition pour reprendre le contrôle de l'épidémie. Pour y parvenir, cela me conduit à arrêter les dispositions suivantes. Premièrement, toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Louis Fouché, on le sait, l'objectif est évidemment de maîtriser les admissions à l'hôpital. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur. Ça vous satisfait ces mesures? On imagine la déception, mais enfin ils s'en doutaient malheureusement pour eux, les restaurateurs, les bars, les restaurants qui ne sont pas prêts de rouvrir. C'était un mal nécessaire ce soir?
Je vais d'abord me présenter. En fait, j'ai pas de conflit d'intérêt. Tous les médecins qui doivent parler sur les plateaux de télévision doivent le dire. C'est une obligation légale, en fait, à laquelle personne ne devrait déroger. J'ai 450 € sur Transparence Santé et j'ai aucun conflit d'intérêt. Et je parle en mon nom et en tant que porte-parole du collectif Réinfo Covid et sûrement pas pour mon institution. Je tiens à rester en bon terme avec mon employeur. Je crois qu'il faut absolument sortir du narratif que vous êtes en train de tisser, qui est absolument délirant et incohérent. Jean Castex, en fait, nous emmène dans un chemin labyrinthique qui est absolument fou. Il sort de son chapeau cette idée de 5000 cas par jour. Déjà, il ne s'agit pas de cas, il s'agit de tests à SARS-CoV-2 positifs avec des PCR. Donc, vous ne savez pas quels sont les seuils, quels sont les cycle thresholds qui sont utilisés, quels sont les kits qui sont utilisés. Dans ces cas, comme ils les appellent, mais qui sont des tests positifs, il y a 86% qui sont asymptomatiques. Et 93 à 97% qui sont asymptomatiques ou bénins. Donc on est dans proprement un délire d'avoir autant d'effets secondaires et collatéraux sur notre société par toutes les mesures qui sont réalisées par le gouvernement. Donc les gens ne sont pas malades du Covid, les gens sont malades des mesures gouvernementales et sanitaires qui sont entreprises. Ces mesures sont... on pouvait les penser peut-être légitimes au départ, mais l'expérience, c'est pas la réitération à l'infini de la même erreur. Et donc, il faut pas faire 2 fois, 3 fois, 4 fois la même erreur. C'est le principe même du système qualité qu'on nous serine à l'hôpital depuis des années et dans tous les secteurs de l'administration et de l'entreprise, c'est d'évaluer ce qu'on a fait. L'évaluation de ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des effets collatéraux systémiques absolument phénoménaux sur l'université, comme l'a dit mon prédécesseur, sur les petits commerces, sur les artisans, sur le niveau de détresse psychologique, affective, sociale, relationnelle, collectif et individuelle. Et il faut absolument arrêter ça. Donc toutes ces mesures consistant à confiner, à faire des couvre-feux, à empêcher les gens de travailler, sont en fait simplement... pas évaluer à leur juste mesure, il faut évaluer le bénéfice et le risque. Le risque est bien plus majeur que le bénéfice. On n'a d'ailleurs jamais évalué le bénéfice réel sur la mortalité, sur le passage en réanimation, sur les formes graves, sur les formes symptomatiques lors des vagues précédentes. Donc s'il doit y avoir une 3e vague, et c'est fort possible, puisque dans les eaux des égouts de Marseille, par exemple, on voit réapparaître le virus et on voit apparaître la grippe. Donc attention, méfie, la grippe va arriver peut-être en même temps. Eh ben, on devrait l'évaluer. Parce qu'en fait, actuellement, toutes ces mesures-là sont en train de tuer notre économie, de tuer notre culture, de tuer notre vie relationnelle et notre société, et nous emmènent tout doucement, en fait, vers un déferlement totalitaire de Khmer blancs technosanitariste qui cherchent, en fait, à nous mettre en coupe réglée sur des motifs sanitaires. Ça n'a aucun rapport avec la santé, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe en réanimation. Actuellement, le seul patient en réanimation dans la réanimation où je travaille, il est là depuis 1 mois et demi, et hélas, il a été très grave, mais on n'a pas de pression qui augmente pour le moment. Mais je vous ai dit, elle risque d'augmenter, effectivement. Dans les eaux usées, ça augmente. Et puis, il y a des cas, le nombre de tests positifs est en train d'augmenter. Est-ce que pour autant, ça va être quelque chose de très grave ? Ben, on n'en sait rien pour le moment, en fait. Et la vaccination est un des outils thérapeutiques et préventifs, mais c'est un des. Et finalement, quand on vous parle de la fourniture de vaccins, quand est-ce qu'ils vont arriver, quand est-ce qu'on va mettre en œuvre, dans quel barnum, on vous empêche de réfléchir à quelle est la stratégie. Nous, en tant que soignants, on doit réfléchir à la stratégie. Il y a des stratégies alternatives, il y a des thérapeutiques qui fonctionnent, en fait. Et donc, vous devez comparer la stratégie vaccinale à une stratégie intelligente, bien menée, avec des traitements antiviraux, etc. Tout est basé dans l'AMM conditionnel qui a cours actuellement et qui a permis d'exister au niveau de la Commission. On va prendre chaque problème dans l'ordre. En tout cas, c'est intéressant ce que vous nous dites, Louis Fouché, parce qu'on a l'impression que cette petite voix, finalement, elle se tait de plus en plus. La population devient résignée face à l'ampleur, en tout cas, des chiffres globaux sur la planète, et parce qu'aussi peut-être nos voisins, eux, ont des mesures encore plus sévères. Marc Delatte, c'est intéressant parce que c'est vrai que voilà, l'économie est en train d'être tué, ça personne ne le conteste, même s'il y a des aides, hein, Jean Castex l'a rappelé, les restaurants, mais aussi les stations de ski qui sont toujours pas fixées. Les stations de ski, c'est pas que pour les gens qui vont faire du ski, mais c'est aussi beaucoup pour les saisonniers, pour cette industrie qui est énorme, qui ne sont pas fixées ce soir. Est-ce que ça justifie, est-ce que la gravité de ce virus justifie, comme le met en cause ce soir Louis Fouché, selon vous? Vous êtes également médecin, je le rappelle. Oui, mais déjà pour les mesures,
Concernant l'économie, on n'est pas là pour tuer l'industrie, mais au contraire la soutenir, puisque les mesures de chômage partiel permettent justement les fonds de solidarité qui vont être pérennisés, permettent aussi à nos TPE-PME, comme je le vois chez moi, de pouvoir surmonter cette crise. Donc, premièrement, je m'inscris absolument en faux dans la mesure où nous n'avons jamais déployé autant de moyens. Regardez par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays, tout ce que fait la France pour soutenir l'entreprise. Donc, on ne tue pas l'entreprise. Au contraire, on veut absolument la sauver. Premièrement. Deuxièmement, je ne comparerai pas les centres de vaccination à un Barnum. J'ai trop de respect pour mes collègues soignants. Et dès demain, d'ailleurs, je les rencontrerai à l'hôpital pour dire que, justement, il y aura des centres de vaccination. Je vois dans ma circonscription, au centre hospitalier de Cheny et de Soissons, il y a des centres de vaccination. Et je compte bien, dès la semaine prochaine, m'employer pour assurer aussi une vacation à l'hôpital de Soissons. C'est a priori prévu et en accord avec l'ARS et le directeur de l'établissement. Ensuite, pour vous dire que les Français ont de plus en plus confiance en notre politique vaccinale, c'est que d'autant plus que la communication est claire, nette et précise, et 51%, on a dépassé la barre de plus de 51%, de 50% des Français qui veulent se faire vacciner. Donc je pense que arrêtons d'être Cassandre, mais justement faisons confiance à la stratégie vaccinale qui, je le répète, l'avis du comité scientifique présidé par le président Delfrécy est quand même souverain à ce niveau quant à conseiller et à orienter les choix politiques qui sont. Moi, je pense que vraiment, et moi qui suis membre du Conseil consultatif national d'éthique, je connais personnellement des gens de très grande qualité et qui ont tous les discernements et les capacités de par leur cursus pour nous aider et nous donner leurs avis pour guider justement notre stratégie. Voilà, on va y venir à ces vaccins, Marc Delatte. On va écouter justement Jean Castex qui nous annonce 45 000 personnes vaccinées hier et l'objectif d'1 million à la fin janvier. Écoutez le Premier ministre. À très court terme, d'ici fin janvier, les quantités reçues et qui arrivent au cours du mois nous permettront d'être en capacité de vacciner au moins 1 million de personnes, soit le même nombre que nos voisins européens au prorata de notre population. Ce rythme est celui des capacités industrielles qui sont aujourd'hui en forte tension. Nous veillerons à acheminer des doses de vaccins sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer. Jean-Philippe Dugouin-Clément, on sent que le Premier ministre n'a pas envie d'être le mauvais élève européen après avoir essuyé une salve de critiques. Il vous a convaincu. Vous pensez qu'il y a une amélioration sur cette stratégie de vaccination en France? On prend un bon chemin ou c'est plutôt mal parti, selon vous? Le gouvernement essaye de rattraper une situation où il a pris beaucoup de retard, même si on est dans un phénomène d'autosatisfaction où le Premier ministre, comme le ministre de la Santé, ne le diront pas. Mais on a pris énormément de retard par rapport à nos voisins, par rapport à d'autres pays. On pourrait parler d'Israël, on pourrait parler de la Grande-Bretagne. Alors certes, la Grande-Bretagne, depuis le 31 décembre, n'est plus dans l'Union européenne, mais on s'aperçoit qu'il y a une volonté d'essayer de redresser la barre là-dessus. Bon, moi je suis quand même assez aujourd'hui inquiet sur quel est le pilote. Enfin, il y a eu toutes ces questions par rapport à des cabinets privés ayant été chargés d'établir une stratégie. Qui sont-ils? Pourquoi faire? Payés par qui? Quel coût? A priori, on nous a parlé d'un cabinet initialement, on en est à 4 aujourd'hui. Donc le pilote de l'avion, c'est qui? Et je trouve qu'on a depuis une quinzaine de jours une sorte de flottement extrêmement fort entre le président de la République d'un côté, le comité scientifique d'un autre, le conseil de défense, un comité citoyen qu'on vient de mettre en place, ces cabinets d'études qui viennent d'être découverts. Je pense qu'on a effectivement besoin d'avoir un cap. Aujourd'hui, les gens sont relativement sceptiques, il faut dire les choses telles qu'ils sont par rapport à la puissance publique. Les gens ont besoin d'avoir des résultats, d'avoir des perspectives. Et aujourd'hui, on manque de résultats et de perspectives. C'est ce qui importe.
c'est de pouvoir juger sur pièce, de voir vers quoi on va. Moi, j'aurais aimé ce soir que le Premier ministre prenne la main qui lui a été tendue par les présidents de région. Les présidents de région ont fait 9 propositions pour travailler avec l'État sur la situation sanitaire. C'est quelque chose qui a été gentiment botté en touche avec 2 sourires et 2 rodomontades, mais où concrètement, il n'y a pas eu de souhait de travailler avec les collectivités locales. Je le regrette. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mots. Vous avez raison pour répondre à ces présidents de région qui ont tendu la main au gouvernement. Louis Fouché, on a entendu le Premier ministre se justifier de cette lenteur au démarrage par le fait qu'on a choisi de vacciner dans les EHPAD. C'est audible pour vous? Parce que c'est vrai qu'on entendait Jean Castex, on avait l'impression que tout avait été très bien fait en termes de campagne de vaccination, pour le moment en tout cas. On se contrefout des modalités pratiques de la campagne de vaccination, en fait. C'est une narration dans laquelle on vous emmène, vous empêchez de réfléchir réellement au fond. Au fond, c'est est-ce que ce vaccin est utile? Est-ce qu'il est risqué? Est-ce qu'il est prudent de le faire? Est-ce que la balance bénéfice-risque a été bien pesée? On cherche à vous emmener toujours dans une narration disruptive, à essayer de vous couper l'herbe sous le pied pour toujours aller plus vite. On est toujours en retard, on serait toujours en retard, il faudrait se mettre en conformité. En fait, ça, c'est du délire. Est-ce que vous avez déjà pris une décision dans votre vie dans la précipitation et dans la peur, qui se soit révélée une bonne décision? Ah non. Donc en fait, vous devez prendre le temps de regarder. Les seules données que vous avez sur ce vaccin Pfizer-BioNTech pour le moment sont celles fournies par le laboratoire sur un essai de phase 3. Même laboratoire qui a été condamné sur ces 10 dernières années à plus de 800 millions de dollars de condamnation pour données frauduleuses, pour falsification de données et publicité mensongère. Donc vous devez à tout le moins être prudent. C'est ce que vous dit Aristote. Il vous dit soyez dans la phronésis, l'intelligence du courage, la prudence en fait, la sagesse contextuelle. La sagesse contextuelle, c'est de regarder. C'est sûrement un très bon outil que les vaccins dans cette histoire. Mais ce vaccin-là, vous n'avez aucun recul dessus. Donc en fait, vous devez regarder l'efficacité chez les plus de 75 ans, par exemple, dans les 7 phases 3. L'intervalle de confiance va de -12 à 100. Et donc en fait, vous pouvez pas conclure. C'est absolument pas significatif. Vous savez même pas si ça protège ou si c'est toxique. Donc vous en savez rien. De même sur les effets secondaires, dans les 5 premiers jours, le CDC a fait un rapport d'étape qui a montré qu'il y avait plus de 2,8% d'effets secondaires qui induisaient des arrêts de travail prolongés, une cessation de l'activité quotidienne normale pendant plus de 48 heures. Donc attendez, restons calmes quoi. Regardons, soyons prudents en fait. Et donc moi je suis très content que ça patine au démarrage parce que ça permet de protéger mes concitoyens et de leur laisser aller regarder en face quelles sont les vraies datas dont on dispose pour savoir si ce vaccin est sûr, s'il est efficace et si on ne devrait pas prendre son temps. Et puis les laisser regarder autre chose, c'est toutes les thérapeutiques alternatives qui sont en train de se faire jour au cours des études, que ce soit le cuivre, la vitamine D, la vitamine C, l'hydroxychloroquine, le zinc, le Zithromax et l'ivermectine. Toutes ces stratégies-là n'ont même pas été regardées en face, alors qu'elles sont hyper intéressantes. Vous avez une létalité à l'IHU de Marseille pour ceux qui sont traités, ne serait-ce qu'avec une toute petite partie de ce que je viens de dire. Il n'y a pas eu un franc succès en France, on vous le rappelle, Louis Fouché, donc vous n'avez pas été entendu. Et cessez de seriner ce que disent les médias mainstream. Allez regarder les travaux qui sont faits. Il y a plus de 200 études sur le sujet, plus de 170 études en peer reviewing. Donc il y a un moment, il faut regarder en face. Je crois que vos téléspectateurs doivent aller regarder ces 19 studies, le Twitter d'Éric Chabrière, la chaîne YouTube de l'IHU, la chaîne YouTube de Réinfo Covid, et puis à un moment, regardez en face le fait que BFM leur raconte n'importe quoi, Le Point, Les Échos, etc. On n'est pas sur BFM, ça tombe bien. On va donner la parole à Marc Delatte, voilà, qui effectivement réagissait à ce que vous dites, mais voilà, c'est vrai que Marc Delatte, ce que dit votre confrère, parce qu'il est aussi médecin, eh bien, il faut l'entendre parce que c'est ce que pense aussi une partie peut-être des Français. Qu'est-ce que vous lui répondez, hein? Vous parlez d'ailleurs des plus de 75 ans, ils vont se faire vacciner à partir du 18 janvier, a dit Jean Castex. Ce que j'ai entendu, c'est confondant. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. En tout cas, vos téléspectateurs le voient bien. Je pense que le cuivre ou le zinc n'ont pas montré d'effet sur la Covid. Et quoi qu'il en soit, on a commencé à vacciner depuis le 27 décembre. C'est faux. Allez voir les études, monsieur Delatte. En fait, vous devez travailler. Vous devez commencer à travailler. C'est la seule chose. Il faut savoir, nous avons des certitudes. D'abord, c'est sauver des vies. Et merci au ministère de la Santé, merci à l'ensemble des soignants. Et il faut bien savoir que c'est le vaccin, il n'y a pas d'autres alternatives. Et que ce vaccin, on l'a bien, il y a un postulat. Il faut savoir que ce vaccin permet d'éviter des complications potentiellement létales. Il est normal et éthiquement normal
que nous vaccinions en premier lieu dans les EHPAD, dans les unités de soins de longue durée, pour sauver justement ces personnes les plus fragilisées. Et puis en phase 2, bien sûr, les personnes de plus de 75 ans dès le 18 juin. Donc arrêtons ces inepties. Enfin, c'est incroyable d'entendre ça. Encore, on se croirait au Moyen-Âge. Et donc, le vaccin, je rappelle, je m'adresse vraiment aux téléspectateurs qui regardent votre chaîne, c'est pour éviter les complications potentiellement létales, et ça permettra aussi de désengorger nos services de réanimation. Sachons-le. Après, les incertitudes sur ce vaccin, combien de temps il va faire en sorte que nous soyons immunisés, on subodore, en tout cas la communauté scientifique, que ça sera entre 6 et 9 mois, un peu comme le vaccin de la grippe, que ça diminuera la propagation du virus, on le subodore aussi. Mais l'essentiel, c'est que ça sauve des vies et que ça diminue les complications potentiellement létales. Voilà quoi. Mais quand j'entends le cuivre, le zinc, mais dans quel monde vous vivez, monsieur? Mais vraiment, je ne sais pas. Moi, j'ai un petit peu honte pour la profession médicale. Vous allez lire la notice du Vidal, simplement. Allez lire la notice du Vidal, je vous en supplie. Et vous allez voir qu'en fait, cette phase 3 n'a pas été calibrée pour regarder s'il y a moins de gens qui vont en réanimation, moins de décès et moins de formes graves. Donc en fait, vous êtes en train de dire n'importe quoi, à l'inverse de la science avérée. Le Conseil de l'ordre pourrait même vous poursuivre pour ça. On ne vous mettra pas d'accord ce soir. En tout cas, les deux opinions ont été clairement dites. Ce soir, Jean-Philippe Dugoin-Clémence. Les gens doivent regarder ça en face. Oui, ça vous inspire quoi, justement, parce que ce débat, finalement, c'est le reflet de la société française aujourd'hui, avec beaucoup de scepticisme dans le pays, et puis la nécessité pour beaucoup d'autres médecins de vacciner. Qu'est-ce que ça vous inspire assez rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin de ce débat? Qu'on est dans une société qui est fracturée, où aujourd'hui il y a la moitié des gens qui souhaitent se faire vacciner, l'autre moitié qui sont inquiètes ou qui ont des réticences par rapport à ce sujet-là, et où je pense que si on veut aller au-delà des réticences ou des peurs par rapport au vaccin, eh bien déjà c'est d'arriver à décliner des protocoles de vaccination qui soient efficaces, qui aillent vite, qui puissent faire que de proche en proche des gens décident de se faire vacciner, qu'un certain nombre d'élus nationaux donnent eux-mêmes l'exemple d'assumer le fait d'être prêts à se faire vacciner. En Angleterre, la reine d'Angleterre s'est fait vacciner. Pourquoi est-ce que le ministre de la Santé, le Premier ministre ou le Président de la République ne le font pas? Je pense que c'est aussi un moyen de rassurer des craintes. Et puis, au-delà de ça, au-delà de la question du vaccin, je crois qu'il y a un vrai sujet. Il y a eu un Ségur de la santé qui a été annoncé avant l'été. On sait qu'on est dans une situation épidémique importante, que dans les années qui viennent, on peut avoir d'autres virus de ce type. Qu'est-ce qui a été fait pour essayer de mettre un coup d'arrêt à la paupérisation de l'hôpital français et du système de santé français qu'on a subi depuis une quinzaine d'années, ce qui n'est pas du fait d'ailleurs de ce gouvernement actuellement. Qu'est-ce qui a été fait pour essayer d'adapter nos réponses en termes de soins à des besoins qui vont aller, je le crains, dans les années qui viennent, en grandissant, parce qu'on est aussi confronté à un certain nombre d'évolutions de l'environnement, un certain nombre de confrontations à la pollution, un certain nombre d'accélérations des mobilités qui font que ce type de pandémie mondiale est susceptible de beaucoup plus se développer rapidement et beaucoup plus se renouveler qu'il y a encore quelques années. Merci à tous les trois. En tout cas, Jean-Philippe Dugoin-Clément, Louis Fouché et Marc Delatte d'avoir été avec nous pour ce décryptage ce soir. Merci à vous.